Cette année, en 2025, j'ai lu 36 livres. Bon, c'est pas vraiment ceux-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 10 que j'ai préférés. Mais attention, c'est pas des livres qui sont parus en 2025, c'est des livres que j'ai découverts en 2025. Vous allez voir, il y a beaucoup de romans français, mais pas que. Mais on attaque tout de suite avec, à la 10e position, numéro 2 de David Fuenquinos. Alors, ça tombe bien, je l'ai, ça va pas être le cas pour tous, mais ça a surtout été un étonnement, ce livre. Il faut savoir que j'avais entendu parler de David Fuenquinos, mais plutôt avec La Délicatesse, surtout par rapport au film avec Audrey Tautou et François Damiens. Et numéro 2, c'est, selon l'histoire, celui qui m'intéressait le plus. En gros, on va suivre Martin Hill, un jeune garçon britannique qui va, en 1999, passer le casting pour devenir Harry Potter. Sauf que, vous vous en doutez, au vu du titre, il va échouer. Tout va très bien se passer, il va se faire repérer par le producteur principal, mais à la dernière étape du casting, on va plutôt choisir Daniel Radcliffe. Et ça, forcément, ça va être un sacré chamboulement dans la vie de Martin. On va suivre en fait cette période pendant le casting et l'après. Comment se reconstruire après un tel échec et surtout comment vivre avec l'ombre d'Harry Potter quand les copains au primaire et au collège vont en parler, les films vont sortir et ça va être le carton qu'on connaît. C'est franchement un roman qui se dévore. Je comprends mieux pourquoi beaucoup de personnes lisent du David Fuenquinos. Ça se lit très bien, c'est fluide, les pages se tournent un peu toutes seules et l'histoire de Martin, elle est franchement attachante. Si vous êtes un peu fan de pop culture ou tout simplement d'Harry Potter, ça peut que vous plaire. La seule limite que j'ai un peu avec le livre, c'est sa deuxième partie, où là c'est forcément plus romancé. On sait que David Fuenquinos s'attache à des éléments à peu près vrai sur le casting, sur l'histoire de J.K. Rowling et sur comment les films Harry Potter ont été faits. Mais la seconde partie, après qu'il n'ait pas eu le casting, forcément, elle est plus romancée parce que Martin Hill, forcément, il doit exister, il doit avoir un numéro 2 pour le rôle d'Harry Potter, une personne qui a échoué à rien, mais c'est pas ce Martin Hill, ça c'est une personne inventée. Et du coup, la suite est un peu plus laborieuse, disons, on sent que c'est un peu plus convenu, on rentre un peu plus dans le pathos avec cet homme qui n'arrive pas à se départir de son rêve meurtri et la fin est un peu courue d'avance. Mais c'est une très bonne porte d'entrée pour David Fuenquinos. La Délicatesse, c'est pas mal aussi. Et j'avais également pu lire Nos séparations, un peu moins fan, mais comme tous ces livres, ça se lit très très bien. Donc lisez numéro 2 de David Fuenquinos. On passe à la suite. À la 9e position, Rue de la Gaîté d'Axel Orion. Là, malheureusement, j'ai pas le livre, mais Rue de la Gaîté d'Axel Orion, ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui va faire les cours Florent. Je sais plus vraiment si c'est dans la classe libre, celle qui a repéré un maximum de stars, on peut même plus les compter, ou si c'est dans les cours payants. Je crois que c'est dans les cours payants. Et on va suivre en fait ses cours et à côté son besoin de gagner de l'argent. Et il va devenir ouvreur dans un théâtre Rue de la Gaîté. C'est clairement un livre pour les passionnés d'art, de théâtre, de littérature. Je crois que le livre reprend en grande partie la vie d'Axel Orion, sa vraie vie, lui qui maintenant joue dans quelques séries et commence plutôt bien à marcher. D'ailleurs sur les planches de théâtre où il jouait numéro 2, donc tout se recoupe un peu. Et ce qui m'a surtout plu et étonné, je dois le dire, dans le livre d'Axel Orion, mais c'est une caractéristique que j'ai l'impression de beaucoup voir en ce moment dans les premiers romans d'artistes qui font aussi de la chanson ou de l'acting, ou de la philosophie, ou YouTube même, c'est des textes très très imagés. Et ça c'est très agréable, c'est assez jeune, je ne saurais pas dire, dans son écriture, et c'est vraiment remarquable. Ça a été une super découverte, Axel Orion. Je peux que vous encourager à le lire, on en a pas mal parlé comme premier roman, peut-être des gens ont des réticences, vu que c'est une personne qui vient pas de la littérature de base, mais lisez-le, scotché. En numéro 8, Aimé Gilles de Chêne Haddad. Alors là, c'est pas un premier roman, mais je ne saurais pas dire, il y a une sorte de connexion qui se fait entre Axel Orion, elle, et j'ai aussi lu Ambre Chalumeau. Et dans ces 3 livres, on ressent la même chose, c'est-à-dire des images, des formulations, des jeux de mots que j'ai pas l'habitude de voir en littérature. Pour vous faire simple, Aimé Gilles, c'est l'histoire de 3 personnages, Gilles, Mathias et Mathieu, qui vont former une sorte de tandem amoureux, de trio amoureux, qui va grandir ensemble. C'est entre l'amitié et l'amour. C'est un roman assez fort, je m'en souviens d'une scène qui m'est restée, je l'ai lu au tout début d'année, où Gilles rentre dans une espèce de trip assez bizarre, je crois dans la voiture, où elle se met à ne plus pouvoir respirer, et c'est des pages qui m'ont marqué, c'est 20 pages que vous tournez comme ça sans savoir ce que va être la suite. C'est un très beau roman. J'avais super hâte de découvrir Chêne Haddad, je ne sais pas pourquoi. Déjà les éditions Paul, je suis fan. Donc voilà, c'est un grand tour de force. Je vous invite à le lire. Peut-être
pas assez de personnes en ont parlé à mon sens, et ça donne surtout très envie de voir les prochaines œuvres de l'écrivaine. On passe maintenant au numéro 7. À la 7e position, Des inconnus à qui parler de Camille Bordas. Camille Bordas, c'est une écrivaine qui vit actuellement aux États-Unis et qui fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'elle publie depuis quelques temps, je crois, ses livres en anglais et elle les traduit elle-même en français. Ça a le mérite d'être dit parce que c'est franchement une belle prouesse. Et Des inconnus à qui parler, c'est un pitch qui m'a beaucoup intrigué dès le début. En gros, on va suivre le premier jour du 2e semestre dans une classe d'école de stand-up à Chicago. Et c'est une sorte de grand roman choral où on va passer de la tête de chaque élève, mais aussi chaque professeur, pour voir ce qui va se passer sur une seule journée. Pour en parler un peu plus précisément, en fait, on a 3 professeurs qui sont plus ou moins des stars du stand-up aux États-Unis et qui ont un regard différent sur l'éducation et sur en fait l'école de stand-up, avec la question sous-jacente évidemment de est-ce que c'est possible d'apprendre à des gens à faire rire d'autres? On peut leur apprendre des mécanismes, mais de but en blanc, s'imaginer une école de stand-up, peut-être même encore plus en France, malgré l'explosion du genre, et bah ça peut sembler bizarre. Et de l'autre côté, on a tous ces élèves qui ont des problèmes personnels, qui ne voient pas eux aussi l'humour de la même manière. On a aussi l'ombre d'un nouveau professeur qui est assez contesté, qui arrive, et cet aspect roman choral sur une journée, ça rend l'œuvre passionnante. Ma seule réserve, je dirais, c'est que l'écrivaine aborde le thème de la cancel culture, mais pas vraiment à travers la bouche de ses personnages. Quand elle parle de ce sujet, on peut être pour ou contre, même s'il n'y a pas vraiment de pour ou contre la cancel culture, mais on peut la trouver légitime ou illégitime. C'est un propos qui se tient dans les deux cas, si c'est dans la bouche d'un personnage qui est caractérisé avec ses idées, et du coup, on a ce débat qui peut se créer. Mais dans ce livre, en fait, les idées sur la cancel culture sont données dans la bouche parfois des personnages, mais on a une sorte de procédé narratif bizarre qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est l'écrivaine qui parle, mais qui pense les deux choses. J'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus, mais il y a eu un petit côté qui m'a dérangé. Si tu es contre la cancel culture, fais-le dire dans un personnage qui est légitime à en parler et à avoir ce propos. Ou même pas légitime, et du coup, tu montres qu'en fait, être contre la cancel culture, et bah t'es pas forcément d'accord. Mais là, on est dans un entre-deux un peu bizarre. Bref, c'est une parenthèse, parce que le livre reste super. Un roman choral, c'est pas tous les jours qu'on peut le lire. Lui fait partie de la rentrée littéraire 2025, donc je vous conseille de le lire, c'est aux éditions de Noël. Moi, c'est pas souvent que je lis des livres chez eux. Camille Bordas, c'était une très belle découverte. Et on passe maintenant au numéro 6. À la 6e position, un livre sur l'urgence climatique, Cabane d'Abel Quentin. Bon, il faut le dire, ce livre, si on est un peu stressé par le réchauffement climatique, c'est peut-être pas la meilleure des idées de s'y lancer, et pourtant, ça serait un peu bête parce qu'on passerait à côté d'une très grande œuvre, je trouve. Cabane d'Abel Quentin, ça s'inspire d'une histoire vraie. En gros, en 1972, à l'université de Berkeley, il y a 4 chercheurs, un Français, 2 Américains et un Norvégien. Ça, c'est dans le livre. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais je crois que c'est le cas, qui ont fait ce qu'on appelle le rapport Meadows. Le rapport Meadows, c'était un rapport qui, à travers le procédé mathématique d'un immense ordinateur IBM, avait fait une projection écologique, économique et démographique du monde sur des dizaines, voire des centaines d'années, et était arrivé à la conclusion qu'on allait atteindre une limite de croissance et que le monde pouvait courir à sa perte si on continuait avec nos dépenses écologiques, avec une démographie toujours plus exponentielle et avec un libéralisme économique exacerbé. L'écrivain, il va partir de ce vrai rapport pour romancer en fait son écriture et les personnages qui ont contribué au rapport. On va suivre du coup dans la première partie comment ces 4 jeunes chercheurs, parce que c'était des jeunes, c'était des étudiants, des universitaires, vont former cette équipe, comment ils vont trouver l'ordinateur qu'il leur faut, comment ils vont trouver les formules mathématiques pour que ce rapport soit le plus complet possible. Et donc c'est une étude pas vraiment de la grande histoire, mais plus de l'humain. Comment le français, qui en fait est un peu attiré par l'argent et qui a peur de cette découverte qu'il vient de faire, que le monde court à sa perte, et bah va à la fin, quand le rapport va être publié, renier totalement ce qu'il a fait. On a un couple d'Américains, Eugène et Mildred Dundee, qui eux, une fois le rapport publié, vont vouloir le promouvoir, vont prôner la décroissance et vont, à l'inverse de Paul Quirillo, le français chercheur, absolument pas renier les découvertes qu'ils ont fait. Et le 4e personnage le plus emblématique, c'est Gutson. C'est un génie des mathématiques norvégiens qui est un peu étrange, on peut le dire. Et une fois le rapport publié, eh ben, il va disparaître. On va dire qu'il va devenir fou et on va tout simplement perdre sa trace. Et ça, c'est la seconde partie du roman qui est écrit à la première personne. On suit un journaliste
enquête, un peu magazine, society, détective, des choses comme ça. On ne peut que voir un peu d'Abel Quentin dedans, forcément, de sa fascination pour le rapport. Et en fait, ce journaliste, pour l'anniversaire du rapport, je ne sais plus si c'est les 30, les 50 ans, va vouloir en parler et va essayer de retrouver tous les créateurs, tous les chercheurs qui ont contribué, donc ces 4 personnages. Je ne vais pas trop vous en dire, mais toute la quête est sur retrouver Gudson, le Norvégien. Et du coup, le roman part plus sur un road trip, une chasse à l'homme, et essayer de comprendre la psychologie de ce génie qui a sombré dans la folie. Ça m'a un peu moins plu, pour être honnête. La première partie, je la trouve vraiment très intéressante. On a une vraie tension narrative, c'est un peu exigeant vu le sujet, mais ça se lit très bien. Voilà, comme dit, c'est 2 parties assez différentes, donc peut-être si la première ne vous plaît pas trop, vous pouvez trouver votre compte dans la seconde. Moi, ça a été de manière générale une belle réussite, et je vous invite à lire Cabane d'Abel Quentin. À la 5e position maintenant, V13 d'Emmanuel Carrère. Bon, V13 déjà, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un roman, disons que c'est plus une chronique judiciaire, comme c'est écrit sur le livre, un peu plus dur forcément à en parler. Ce livre en fait je l'ai lu parce qu'on est arrivé aux 10 ans des attentats du Bataclan et du 13 novembre, et ça me semblait important de lire V13. Il faut l'avouer, j'ai l'impression comme beaucoup de monde, mais je suis un grand fan d'Emmanuel Carrère, que ce soit Yoga, que ce soit un autre livre qui est sorti cette année dont je vous parlais, ou même encore mon préféré Limonov. Si vous avez jamais lu Limonov, lisez Limonov, c'est extraordinaire. Et dans V13, en fait, c'est la compilation des articles que l'écrivain a fait pour le Nouvel Obs, où il a suivi tout le procès des attentats du Bataclan. Comme le livre précédent, c'est découpé en 2 parties. Dans la première partie, on va suivre en fait le témoignage des victimes ou des proches des victimes ou des témoins tout simplement de l'attentat, des personnes qui aussi ont été rescapées. Comment dire vraiment ce qu'on trouve dedans? C'est bouleversant, c'est déchirant, c'est encore une fois un grand texte en fait sur l'humanité, sur ces personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain. Et ce qui choque, comme d'habitude, c'est la capacité d'Emmanuel Carrère à déjà écrire de manière fluide. Je ne connais personne actuellement qui écrit de manière aussi fluide. Toutes les phrases sont millimétrées et s'enchaînent parfaitement. Et dans cette première partie, ça prend une ampleur extraordinaire. On suit vraiment ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés dans un bar, qui se sont retrouvés au Bataclan et qui n'ont pas compris ce qui se passait. Et surtout les séquelles que cette histoire porte désormais sur leur vie. La seconde partie, par contre, de V13, elle s'attarde sur la préparation des attentats par les terroristes. Comment ils sont rentrés en contact avec l'État islamique et comment ils ont perpétré les attentats. C'est une seconde partie plus dure. Je ne sais pas si elle est vraiment plus dure, parce que la première est dure, mais dure avec une certaine tristesse, mais au fond une certaine beauté dans l'histoire de certains, j'allais dire personnages, mais non, de certains témoins, certaines victimes qui essayent de se reconstruire, qui témoignent de ce qu'elles ont vécu. La seconde est plus dure parce qu'elle est plus noire, tout simplement. C'est la préparation, c'est mécanique, c'est chirurgical. Un peu passé à côté. Je crois que c'est ce que beaucoup de personnes ont ressenti. Une première partie déchirante, une seconde qui effraie, voilà, du coup peut-être plus dur à analyser. Mais si vous avez un livre, mais il ne faut pas en lire qu'un, mais si vous voulez lire un livre sur les attentats du 13 novembre et plutôt sur la partie juridique, je peux que vous conseiller V13 d'Emmanuel Carrère. Et cet auteur, on va en reparler un moment dans ce classement. À la 4e position des livres que j'ai préféré lire en 2025, c'est la série L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'en ai pris qu'un, mais c'est en 4 tomes. C'est une histoire magnifique. C'est le roman de plage, et c'est pas du tout péjoratif que je dis ça, le roman soleil par excellence. L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, je tiens à dire qu'on ne sait pas qui est l'autrice ou l'auteur, on n'a aucune idée de qui c'est. Beaucoup de personnes disent qu'elles s'en foutent, et je suis bien d'accord. On s'en fiche un peu de qui a écrit ce livre. L'Amie prodigieuse, ça nous raconte l'histoire d'Elena et Lila, 2 jeunes filles dans les années 60 qui grandissent à Naples et qui ont une histoire d'amitié assez tumultueuse, on va dire ça comme ça. En gros, nous, on suit l'histoire depuis les yeux d'Elena. Donc c'est un choix déjà assez fort, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir Lila, on ne va pas savoir ce qu'elle a dans la tête, mais on va comprendre sa vie et décrypter sa vie dans les yeux d'Elena qui l'idolâtre, on peut le dire, tout au long du roman. Donc déjà, c'est un parti pris assez intéressant. Et en gros, le livre va montrer la société napolitaine dans les années 60, l'arrivée de la société de consommation, la présence toujours renforcée de la mafia avec la Camorra,
Et on va suivre tout ce petit monde, ces personnages. On a beaucoup de personnages, il y a même un index au début, tellement on a de personnages, mais c'est intéressant. Et surtout, la vie de ces deux jeunes filles, leur passion pour l'école, leur volonté de s'extraire en quelque sorte de leur classe sociale. Et ça va marcher pas vraiment de la même manière pour les deux. On a une Elena qui va bien réussir à l'école, qui va aussi avoir les moyens de continuer sa scolarité en obtenant des bourses, parce que ses parents sont pas très aisés, mais quand même un peu plus que, disons, les parents de Lila. Et à partir de là, en fait, on va voir deux destins qui avaient tout pour être identiques, totalement se différencier. Elena va devenir écrivaine, va faire de grandes études, va vouloir être prof, va se marier un peu plus tard, avoir des enfants. Et Lila, ça va être plus compliqué, elle va pas forcément bouger de son village natal, elle va se marier très jeune avec un homme violent. Ces deux facettes, un peu d'une même personne. On se demande parfois, en tout cas ça a été mon cas, elles n'ont pas du tout la même vie, mais si Elena Ferrante, déjà, c'est pas un peu autobiographique, le prénom de la jeune fille, le personnage principal s'appelle Elena, on peut le penser, mais surtout on a l'impression que c'est deux facettes d'une même personne. Tous les tomes ne sont pas au même niveau, je sais que beaucoup de personnes seront peut-être d'accord avec mon avis. Le premier, alors là c'est le troisième, mais le premier est un peu dur à rentrer dedans, l'histoire du début, les 100 premières pages, ça peut être un peu long. Le deuxième et troisième, quand elles sont en vacances, quand elles grandissent en fait, sont passionnants. Eux vraiment ils se dévorent. Et le quatrième est un peu plus compliqué. Forcément il faut mettre un terme à cette histoire, mais parfois on ne résout pas tout, justement, ces histoires annexes qui se sont créées. Donc je crois que le dernier tome a pu laisser pas mal de gens sur leur faim. Moi j'ai été content de finir l'histoire. Forcément une fin ne convient jamais à tout le monde. Moi ça m'a plutôt plu. Mais ouais, L'Amie prodigieuse, lisez-le, c'est assez long, hein. J'ai là aussi la suite, il y a 4 tomes qui font bien 600 pages. On peut que être heureux de lire L'Amie prodigieuse, et je voulais le lire depuis longtemps, donc j'étais très content. C'était le numéro 4. À la troisième position, Cold Cause d'Emmanuel Carrère. Cold Cause, c'est le prix Médicis de 2025, donc toujours écrit par Emmanuel Carrère, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est le livre que j'ai préféré de lui cette année. Et Cold Cause, ça nous raconte l'histoire familiale de l'auteur, depuis ses arrière-grands-parents, je crois, qui étaient géorgiens et russes, à la descendance, jusqu'à sa mère, l'académicienne Hélène Carrère d'Encausse, qui est décédée il y a maintenant quelques années. Et c'est le point de départ, justement, de l'ouvrage d'Emmanuel Carrère. C'est le discours du président de la République à l'enterrement national de la mère d'Emmanuel Carrère. En 2025, et même ces dernières années, on a eu beaucoup d'histoires de famille, de romans semi-autobiographiques, qui présente en fait tous les personnages de la famille, des arrière-grands-parents aux grands-parents, aux parents, parfois de manière plus ou moins intéressante. Beaucoup de personnes sont un peu en guérilla en quelque sorte contre ce type de livre en disant c'est pas parce qu'on parle de sa famille que c'est tout de suite intéressant, c'est pas parce qu'il s'est passé une petite histoire dans notre famille que c'est intéressant. Là j'ai quand même envie de dire l'histoire de la famille d'Emmanuel Carrère est assez hors norme, et même si ça l'était pas, moi je suis pas vraiment de cet avis. Pour moi, on n'a pas obligé de créer une histoire de toute pièce, on peut s'inspirer de faits réels pour parler de ce qu'on aime et de ce qui nous touche, et ça peut rendre des romans, même si on mettra pas forcément le mot roman dessus, des livres très intéressants. Et c'est le cas clairement de Cold Cause d'Emmanuel Carrère. C'est un portrait parfois piquant de sa mère, où on sent qu'il lui reproche beaucoup de choses, mais le simple fait qu'il ait écrit le livre montre tout l'amour qu'il lui portait et le respect, ça se voit. C'est un livre surtout qui conjugue la grande histoire, où on va parler de l'histoire de la Géorgie, de la Russie, l'histoire de la migration au 19e et au 20e siècle. On parle même à un moment de mariage princier en Russie. Et tout ça, c'est conjugué avec la petite histoire, l'histoire de sa tante, de ses grands-parents, de leur arrivée à Paris, de lui sa jeunesse avec ses sœurs, de son père surtout, et le personnage du père, beaucoup de personnes qui l'ont lu l'ont remarqué, est sublime. On a un homme attristé par le peu de considération, on peut dire, que lui donne sa femme, mais aussi toute la fascination qu'il porte à la grande famille et aux origines d'Hélène Carrère d'Encausse. Et on a une fin du livre Cold Cause, dont je ne vous parlerai pas, mais qui prend le père comme personnage principal et qui est extrêmement touchante. Donc c'est une grande réussite. Pour moi, il mérite totalement son prix Médicis de 2025. C'est pas mon livre préféré d'Emmanuel Carrère, mais c'est un livre dont j'ai adoré me plonger dans l'histoire. Le début est un peu compliqué, c'est vrai, on remonte peut-être un peu trop haut
dans ses origines. Et du coup, ça nous perd de parler de personnages de 1890 avec, quand on voit le mot arrière-arrière-grand-père, on se dit, oh là, ça va être long. Mais franchement, il faut s'accrocher. On a toujours la fluidité, la beauté de l'écriture. Et plus le temps passe, et plus moi, je dois l'avouer, je fais partie des gens qui aiment bien quand Emmanuel Carrère parle de lui. Et c'est ce qui se passe avec la suite du roman. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, lisez Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. Et on passe maintenant, attention, on est bientôt à la fin, au numéro 2. En numéro 2, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est l'un des derniers prix Goncourt qui m'a vraiment marqué et pourtant je dois avouer qu'au début, il me tentait pas vraiment. C'est un bon gros pavé, Veiller sur elle, l'histoire de sculpture, d'Italie, une histoire historique. Je pensais pas que ça serait pour moi et quand j'ai commencé le livre, ça s'est un peu confirmé. Le début du livre, on est dans un monastère, on ne sait pas trop ce qui se passe, et une personne extérieure, pas du tout un moine, est en train de décéder dans ce monastère, et on a tous les moines qui sont autour de lui, et il semble avoir une véritable vénération pour cet homme. On ne comprend pas, mais l'homme ne passe son temps à murmurer qu'il faut veiller sur quelque chose, sur une sorte, un enfant peut-être, ou une œuvre qu'il aurait créée qui serait presque mystique. Il va décéder, et à partir de là, en fait, on va remonter le fil de la vie de cet homme et on va découvrir en fait la vie de Mimo, un jeune sculpteur au début du XXe siècle en Italie qui va être un génie de son art, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, et on va le voir grandir, découvrir la sculpture, rejoindre son oncle alcoolique et avoir ses premiers contrats. Il va avoir un passage dans un cirque et puis il va devenir cette star, c'est pas vraiment le bon mot, mais ce grand artiste, ce grand sculpteur qui va réaliser une œuvre, qui va, je ne saurais pas trop mettre les mots dessus, mais rendre les gens fous, tellement elle est réussie et tellement elle est belle. Et c'est cette œuvre dont il dit qu'il faut veiller sur elle, le titre du livre, lorsqu'il va le décéder. Et toute sa vie va tourner autour de ce chef-d'œuvre. En parallèle de cette histoire, Veiller sur elle, c'est aussi une sublime histoire d'amour, parce que Mimo va tomber amoureux de Viola Orsini, la seule fille de la famille Orsini qui sont les grands notables, les riches du village d'enfance de Mimo. Veiller sur elle, c'est trop beau, franchement. Beaucoup de gens ont dit que c'était un livre un peu niais. Moi, je suis pas d'accord. C'est un livre grandiloquent, c'est un livre sur la beauté de l'art, de l'amour. C'est un livre d'apprentissage. C'est une grande fresque, ouais, en quelque sorte, de l'Italie du XXe siècle. C'est très pur, c'est très tendre. On a même un moment, un petit côté fantastique. Et moi, pourtant, ça ne me parle pas trop. Et la résolution de cette histoire fantastique, dont je ne vais pas vous parler pour pas vous spoiler ce qui se passe, mais elle aussi, elle est belle. Non, c'est vraiment un roman tendre et il ne faut pas tant s'accrocher que ça en fait. Ce que je pensais être une difficulté d'entrée au début avec cette histoire de moine dont on ne comprend pas ce qui se passe, et vraiment les 60 premières pages, on ne comprend pas ce qui se passe et ça peut être un peu désarçonnant, et ben je pense qu'il faut se limiter à la beauté des phrases, à juste s'imprégner d'un mood général pour une fois qu'on va rentrer dans l'histoire, vraiment apprécier ce livre. C'est en plus la maison d'édition Iconoclast qui le publie. C'est une maison d'édition qui fait déjà des couvertures super belles, mais qui en plus a une vraie ligne éditoriale qui me plaît. Veillez sur elle. Beaucoup de gens ont dit que c'était un chef-d'œuvre et franchement, ils ont raison. Il faut le lire. Avant de passer à la suite, j'avais envie de faire quelques mentions honorables de livres que j'ai plutôt appréciés cette année, mais qui ne sont pas rentrés dans le top 10. Après, qu'on se le dise, le top 10, c'est surtout une manière de vous présenter des livres. Je voulais vous parler de La Petite Menteuse de Pascale Robert-Diard, qui est une journaliste juridique au Monde. Je vais passer vite dessus, mais c'est un livre assez intéressant sur la défense d'une avocate, d'une jeune fille qui a accusé à tort un homme d'agression sexuelle. Et on va la voir avouer qu'en fait, elle a menti, comprendre pourquoi elle a menti et quelle va être la réaction de cette avocate, comment défendre quelqu'un qui a menti. Ça peut poser un peu question sur la vraie utilité d'écrire un livre comme ça. Est-ce que ça décrédibilise pas un peu la parole des victimes? Je ne pense pas que c'est le cas. Je pense qu'on parle clairement d'une histoire unique. Justement, le livre montre que la cause est trop importante et qu'il faut continuer à se battre pour ça. C'est très bien écrit, La Petite Menteuse de Pascale Robert-Diard. Je pourrais aussi vous parler de Sabine Goussoub avec Beyrouth-sur-Seine, l'histoire du Liban racontée à travers les yeux des parents de l'auteur. C'est super intéressant, je ne connaissais pas vraiment l'histoire du Liban, ça nous apprend malheureusement ce qui se passe depuis plusieurs décennies, des guerres, de religion, de peuples, mais surtout la beauté d'un pays qui a envie de se reconstruire, de se construire même parfois. Et Sabine Goussoub est très touchant dans le portrait qu'il fait de ses parents. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est à la toute fin, j'aurais aimé en savoir plus en fait sur le Liban. J'aurais aimé
peut-être avoir un passage dans la vie de ses parents, comment ils étaient jeunes, peut-être même à travers leurs yeux, écrit à la première personne. Alors que pour moi, dans la seconde partie, on s'attache trop à l'écrivain, à sa perception à lui, et il a tout à fait le droit, c'est son roman. C'est pas vraiment ce que je recherchais. Mais Beyrouth-sur-Seine, si vous voulez en apprendre plus sur le Liban et juste lire un bon livre, je crois que c'est le prix Goncourt des lycéens d'il y a quelques années. Et ça le mérite, c'est vraiment très sympa. Deux autres livres que j'avais envie de mettre en avant avant de passer au numéro 1. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est La mythomane du Bataclan d'Alexandre Kaufman. Donc c'est cette histoire de cette dame qui s'est faite passer pour victime lors des attentats du 13 novembre. C'est une enquête journalistique, mais qui, comme un peu tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, parle de l'humain, des sentiments humains, des sentiments de dépression, de culpabilité, de mythomanie, qui est une maladie. C'est assez éclairant, c'est un peu long, je vais pas mentir, mais on en apprend beaucoup sur cette histoire qui a été adaptée en série d'ailleurs avec Laure Calamy. C'est peut-être comme ça que vous connaissez cette histoire, mais ça c'est pas mal, La mythomane du Bataclan. Et sinon, Le silence de Betaram. C'est le livre écrit par Alain Esquer et Clémence Badaud. Donc Alain Esquer, le lanceur d'alerte, et Clémence Badaud, une journaliste. Faut le lire, franchement, pour comprendre vraiment tout ce qui s'est passé, pour comprendre les mensonges des politiques par rapport à cette affaire. C'est assez alarmant. Et oui, de manière générale, le livre est glaçant. Et c'est très bien écrit. Donc voilà, c'est un peu le manuel parfait d'un lanceur d'alerte, et il en faut, donc c'est important. Donc un super livre à lire. Et enfin, en tout dernier, et après on passe au numéro 1, mais je voulais quand même parler de La maison vide de Laurent Mauvigné. Je pense qu'il aurait largement été dans le top 10 de cette année. La seule raison, c'est qu'en fait, je suis en train de le lire. Voilà, là je regardais, je suis à la page 57, donc je me voyais mal mettre un livre non fini, inachevé pour moi dans ce classement, mais oui, c'est super à lire, et je pense j'en reparlerai très vite, parce que c'est assez époustouflant. C'est franchement assez époustouflant. Mais il n'est pas dans le top 10. Par contre, on passe maintenant au numéro 1. Les numéros 1, je devrais dire. C'est parti. Et à la première place des livres que j'ai préféré lire en 2025, je vais mettre Le cycle familial d'Édouard Louis. Je vais pas mentir, j'ai un peu triché, on n'est pas sur un livre, un roman, mais on est sur plusieurs livres, le cycle familial. Je les ai pas tous, là j'en ai 4, je crois qu'il y en a 6 ou 7. De toute façon, je vous affiche mon classement de celui que j'ai préféré à celui que j'ai le moins préféré, parce que franchement, je les aime tous juste ici. Pour ceux qui connaissent pas, Édouard Louis, il avait écrit il y a maintenant quelques années En finir avec Eddie Bellegueule, qui avait été un best-seller français et même mondial au vu de toutes les adaptations dans des langues étrangères. Je pense que pour parler des livres d'Édouard Louis, vu qu'ils sont autobiographiques, semi-autobiographiques, et en fait il faut parler de la vie d'Édouard Louis. Il va grandir dans un milieu assez pauvre, populaire, sans le sou. Et très tôt dans sa vie, il va en fait être malheureux, mal vivre la pauvreté de ses parents, mal vivre son homosexualité. Mais il va vouloir sortir de sa condition sociale, et c'est ce qu'il va réussir à faire en partant d'abord étudier à Amiens, puis en devenant écrivain à Paris et en devenant la personne qu'on connaît. Et du coup, beaucoup de ses romans parlent de la pauvreté, de la légitimité ou l'illégitimité à étudier, à parler d'art, d'écriture, parle aussi beaucoup d'homosexualité, de racisme, de lutte des classes. Et j'avais beaucoup d'a priori, je dois le dire, la première fois que j'en ai entendu des amis parler d'En finir avec Eddie Bellegueule, je pensais que c'était pas très intéressant comme littérature. Et je l'ai lu cette année, et franchement, que dire, c'est une claque, c'est extrêmement dur comme propos. Toujours sur ça, sur la pauvreté, sur l'harcèlement qu'il a subi à l'école par d'autres élèves qui l'insultaient de manière homophobe, qui l'insultaient de manière grossophobe, parfois la difficulté de sa relation avec ses parents, de l'alcoolisme des personnes de son village, de la relation violente qu'avait parfois son père avec son demi-frère ou avec sa mère. C'est un peu l'analyse de son enfance, de sa volonté de sortir de ce milieu qui le répugne, mais des difficultés en fait, et aussi de comment sortir de ce milieu, comment devenir un transfuge de classe, mais aussi comment être accepté en quelque sorte quand on change de classe, et toute la différence qu'il voit entre lui, son enfance, et l'enfance des autres quand il arrive dans un collège, dans un lycée un peu plus huppé. Et franchement, c'est bouleversant, c'est une maîtrise d'écriture folle. Par rapport à En finir avec Eddie Bellegueule, pour ceux qui l'ont lu, et il faut absolument le lire, la fin est, je pense, l'une des constatations et la dernière page qui m'a le plus coupé le souffle, je pense, de ma vie, dans la noirceur et l'horreur qu'elle décrit, pourtant d'une scène banale. C'est horrible, j'aimerais vous en parler, mais j'ai pas envie de le dire parce que c'est une expérience qu'il faut vivre.
mais on pense que tout est résolu et en fait, tout est peut-être pire qu'avant. Et cette fin d'en finir avec Eddie Bellegueule est époustouflante. Et puis les autres sont tout aussi bien. Il y en a, j'ai un peu moins accroché forcément, mais j'ai même pas envie de parler de ceux-là. J'ai envie de parler de ceux que j'ai aimés, ceux sur sa mère, Monique s'évade et Combat et métamorphose d'une femme. Je pense par exemple à la scène quand la mère d'Édouard Louis voit pour la première fois la représentation d'un des deux livres, je ne sais plus lequel, au théâtre, et qu'elle a un pétiment dans les yeux et comment elle essaye de se reconstruire après avoir quitté son premier mari violent, mais en fait le nouveau conjoint qu'elle a est également violent. Voilà, c'est des histoires dures, extrêmement dures, mais écrites d'une telle manière, c'est franchement dingue. Et je voulais aussi faire une petite mention à deux de ces livres, Changer méthode, qui est passionnant, qui est celui que je pensais être le moins abordable, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, toute une sociologie dans les livres d'Édouard Louis, c'est très important même de le dire. Il est inspiré et il est très ami d'un livre que j'ai juste ici, Retour à Reims, de Didier Héribon, qui est voilà, un autre livre sur un transfuge de classe qui retourne dans son village et qui va décrire les personnes de son enfance. Et c'est ce dont j'avais peur avec Changer méthode, ça soit peut-être trop sociologique pour moi, mais non, ça l'est pas, c'est trop fort. Et il a une vraie introspection, Édouard Louis. Hein. Dans ce livre, il est pas toujours sympa, notamment pour ceux qui l'ont lu avec sa meilleure amie. C'est dur, quoi, ce qui se passe, mais c'est trop bien écrit. Et l'autre, c'est celui qui vient compléter le cycle familial, c'est L'effondrement, où c'est l'histoire du décès malheureux du demi-frère d'Édouard Louis, mort, j'ai envie de dire, d'alcoolisme et de tristesse. L'histoire d'un homme qui avait des rêves peut-être trop hauts pour la classe sociale et la pauvreté qu'il n'a pas choisie, mais qu'il a eu à la naissance. Et c'est Effondrement, c'est vraiment le bon terme. C'est un livre extrêmement dur. Édouard Louis n'est pas gentil avec ce demi-frère, mais il montre les rouages et l'illégitimité que pensait avoir ce demi-frère pour réussir dans la vie. Et ça, c'est assez dur. Voilà, donc le cycle familial d'Édouard Louis, c'est à lire. Bon, ça m'a pris du temps, mais c'était sympa. J'espère qu'au moins vous aurez quelques idées de lecture. Si les livres vous ont pas plu, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, je comprends totalement. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quels sont les livres qui vous ont marqué en 2025. Voilà, que vous dire de plus. Bonne lecture, faites des découvertes, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!